Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse de la Fédération Française de l'Assurance 2021. Je suis avec Florence Stutzmann, la présidente de la FFA. Bonjour madame. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quelques instants, les journalistes qui nous font le plaisir d'être avec nous à distance pourront vous poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Pour cela, eh bien, il suffit, vous qui nous regardez, de cliquer en bas à droite de la fenêtre avec laquelle vous regardez ce live. C'est là que se trouve le chat. Je me ferai le relais de vos questions. N'hésitez pas à les poser dès maintenant et on eh bien, les évoquera un tout petit peu plus tard dans ce live. En préambule, un petit mot sur la FFA et Florence, vous m'arrêtez si je me trompe. La fédération représente 260 sociétés d'assurance et de réassurance qui représentent 99% du marché. Ce sont également 150 000 collaborateurs. Le rôle de la FFA, c'est de représenter les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires en France comme à l'international. La FFA intervient dans le débat public sur les sujets sociétaux. Elle centralise également les données statistiques, s'assure que ces informations sont diffusées auprès des partenaires et des médias. Et la FFA organise également des actions de prévention et de formation. Voilà pour ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur l'activité de la Fédération Française de l'Assurance. Florence Stutzmann, ensemble, on va parler de cette année 2020. Cette année, évidemment, elle a été marquée par la pandémie. Ce risque, vous l'aviez identifié, j'imagine, dans vos modèles, dans vos analyses. Et pourtant, comme tout le monde, il faut bien le dire, il semble que vous ayez été surpris à la fois par les caractéristiques de cette pandémie et par son ampleur. Alors oui, on a été surpris par cette pandémie. Et pourtant, vous l'avez dit, la pandémie, elle figurait bien dans les cartographies des risques des assureurs, des réassureurs. Mais pour nous, une pandémie, c'était quoi? C'était plus de malades, plus de morts. Et du coup, les branches d'assurance touchées par une pandémie, on pensait que ce serait la santé et l'assurance décès. Mais alors personne, et je dirais personne au monde, n'avait imaginé que la conséquence d'une pandémie, ça pouvait être la mise à l'arrêt de pans entiers de notre économie. Et ça, oui, ça nous a surpris. Alors pour autant, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un an de cela, le 17 mars, on rentrait dans le premier confinement, rappelez-vous. On s'est tous mobilisés, on s'est tous réunis, tous les assureurs, là, le conseil exécutif, tous les soirs, pendant de nombreux mois, pour être aux côtés de nos assurés. On a eu une priorité, c'est nos assurés. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? C'est qu'on continue à assurer, c'est-à-dire l'opérationnel, on est service essentiel, les dégâts des eaux, les incendies ne se sont pas arrêtés pendant le confinement. Donc on a mis tout le monde en 48 heures, on a mis tout le monde en télétravail, tout le monde sur le pont, et on a assuré, on a fait notre métier. Deuxième priorité pour nos assurés, les aider. Parce qu'évidemment, il était clair dès le début de ce premier confinement que la crise allait être profonde, qu'elle allait les toucher. Et en moins d'une semaine, on a annoncé donc toute une série d'aides à destination de nos assurés, que ce soit le fait de maintenir les contrats en vigueur, même s'ils avaient des difficultés pour payer leurs cotisations d'assurance, ce parce qu'ils étaient fermés, soit des aides, des reports sur les loyers, des aides spécifiques à destination des personnes fragiles, les personnes en affection longue durée, les femmes enceintes, financement du fonds de solidarité. On a fait tout ça en moins d'une semaine pour être à leur côté parce qu'on voyait bien que la crise était extrêmement grave. Et en même temps, troisième priorité pour les assurés, au-delà du très court terme, le moyen terme et le long terme. S'assurer qu'on sera toujours solvable, s'assurer que l'impact de cette crise, qui nous appartenait de commencer à évaluer, et ça a pris quelques semaines, allait néanmoins nous permettre de continuer à honorer tous nos engagements vis-à-vis d'eux. Donc ça a été nos trois priorités dès l'entrée dans le premier confinement. Alors, on voit que vous avez mis en place une espèce de plan hors sec, comme beaucoup de secteurs, comme beaucoup d'entreprises. Et pourtant, votre gestion de la crise, Florence Stutzmann, elle a été critiquée. Est-ce que ces critiques, vous les comprenez? Est-ce que ces critiques, vous les avez entendues? Et est-ce que vous avez mis en place des actions pour qu'au cas où ça se reproduise, ce qu'on n'espère pas, eh bien, vous soyez à même de peut-être mieux réagir et de mieux satisfaire les assurés qui émettent ces critiques? Oui, ces critiques, nous les avons entendues. Je les ai entendues. Elles témoignent
de l'immense attente qui s'est exprimée vis-à-vis de notre secteur à l'occasion de cette crise. Alors les critiques, elles ont surtout émané d'un secteur particulier qui a particulièrement souffert dans cette crise. Je pense évidemment aux restaurateurs. On connaissait leurs difficultés. Nos commerciaux étaient à leur côté sur le terrain, des difficultés parfois immenses. Et c'est la raison pour laquelle on a pris toutes ces décisions pour aider les restaurateurs, mais aussi les fleuristes, les cordonniers, tous ceux qui étaient fermés dans ce premier confinement. Et je rappelle, ils ont évidemment bénéficié du maintien de la garantie, même s'ils avaient des problèmes pour payer leurs primes, des mesures sur les loyers, etc., etc. Le sujet, c'est que ce n'était pas ça qu'ils voulaient, enfin, en tout cas, ça, ils l'ont pris, mais ils auraient surtout voulu qu'on indemnise leurs pertes d'exploitation. Et ça, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que ce n'était pas prévu dans les contrats. Et ce n'était pas prévu dans les contrats parce que la pandémie, c'est un risque systémique. Et que le risque systémique, ce n'est pas assurable par l'assurance privée. Indemniser tout le monde en même temps, ce n'est pas possible. Alors, ce n'est pas possible quand tout le monde a un sinistre en même temps. Notre métier, c'est tout le monde paye des primes, et les primes de ceux qui n'ont pas de sinistre, elles servent à indemniser ceux qui, malheureusement, ont un sinistre. Et donc, vous voyez bien que ça ne marche pas quand tout le monde est touché en même temps. Alors, le problème, c'est qu'ils espéraient sincèrement que leur contrat allait les couvrir. On a dit dès le début que dans l'immense majorité des cas, ça ne couvrait pas. Le problème, c'est que la confirmation de cette analyse, elle est arrivée le 23 juin par communiqué de presse de notre autorité de contrôle, qui a bien dit que dans 93% des cas, eh bien, les pertes d'exploitation, dans le cadre de la pandémie, n'étaient pas couvertes. Alors évidemment, moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir donner ce chiffre beaucoup plus tôt pour éviter les espoirs qui, effectivement, ne se sont pas matérialisés. Et si j'ai un regret dans cette crise, c'est ça, c'est ce timing. Maintenant, l'analyse de tous les contrats, elle a pris du temps. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de pouvoir le dire tout de suite. Alors, en parallèle, quand même, bon, on gérait les sinistres, on gérait les restaurateurs, on gérait les aides, mais tout de suite, on s'est projeté dans le futur. Donc, on s'est dit, les difficultés vont continuer. Donc, tout au fil de l'année, on a continué à accorder des aides en dehors des contrats, en plus des contrats, des aides collectives accordées par tout le secteur, mais beaucoup d'aides individuelles par les assureurs, chacun vis-à-vis de leurs assurés. Voilà. On était aussi terriblement frustrés, il faut le dire, de devoir reconnaître qu'on ne pouvait pas assurer la pandémie. Donc, on s'est immédiatement mobilisé. On a mis un groupe de travail très ouvert avec toutes les parties prenantes. Et dès le 15 juin, on a mis sur la table une proposition, on a appelé CATEX, qui est un régime public-privé, comme sur les catastrophes naturelles, et qui permet de couvrir les conséquences économiques d'une catastrophe telle que la pandémie. Et enfin, troisième priorité, parce que nous, notre métier, c'est de se projeter, on est toujours dans l'avenir. On savait qu'un jour, on sortirait de cette crise. Bon, on espérait, je dois vous le dire, que ce serait quand même plus rapide que ça. On l'espérait tous. C'est vrai. Mais en tout cas, dès le début, dès le mois de mars, on s'est dit, on doit pouvoir aider les entreprises de ce pays à sortir de cette crise. Et c'est notre grand plan Relance Durable France. On va y revenir sur ce plan Relance Durable France. Avant d'évoquer l'impact de cette pandémie sur les assureurs, je rappelle à vous qui nous regardez que vous pouvez nous poser vos questions via le chat qui est disponible en bas à droite de la fenêtre par laquelle vous regardez ce live. N'hésitez pas à les poser dès maintenant et, si possible, précisez votre nom, votre prénom et le média auquel vous appartenez. Florence Hussmann, donc, les chiffres de l'année 2020. Comment les branches d'activité ont été touchées par cette pandémie absolument extraordinaire au sens premier du terme? Alors, une année totalement inédite, je dirais à tous égards. Sur le plan financier d'abord, avec un environnement particulièrement défavorable pour les assureurs, puisque les taux ont continué à être en territoire négatif, à baisser, mais les marchés aussi. On a même eu une crise, il y a un an de cela, une crise totalement inédite, où les taux et les marchés ont baissé en même temps. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les assureurs, ça ? La conséquence, c'est que les produits financiers, évidemment, sont de moins en moins importants au fil du temps. Et quand on sait qu'il y a des branches de l'assurance, des branches très concurrentielles, je pense à
à l'assurance auto, à l'assurance des entreprises. Ce sont des branches qui, de tout temps, en fait, sont déséquilibrées au plan technique et qui ne s'équilibrent que par les produits financiers. Alors évidemment, quand il y a moins de produits financiers, ça pose problème. Alors, le bilan des assureurs pour cette crise, il tient finalement en deux constats. Le premier, c'est sur l'assurance vie. L'assurance vie avec des primes qui ont baissé de l'ordre de 20%, alors même que les Français donc, ont atteint des montants d'épargne très importants, 180 milliards, mais qui sont restés scotchés sur les comptes courants et sur l'épargne réglementée. La deuxième conséquence de cette crise pour les assureurs, très globalement, c'est l'explosion des prestations, l'explosion des sinistres. Voilà, s'il fallait retenir deux idées fortes de cette année, c'est vraiment ces deux-là. On va revenir en détail sur ces deux idées fortes. D'abord, vous l'avez dit, hein, les Français n'ont jamais autant épargné que pendant cette crise. Comment vous expliquez que cette épargne, qui d'habitude va sur l'assurance vie, dont on dit que c'est l'un des placements préférés des Français, pourquoi elle n'y est pas allée cette fois-ci? Alors, d'abord, il faut regarder, parce qu'il y a la big picture, effectivement, beaucoup moins de cotisations qui rentrent, et une collecte nette qui est négative. Ça veut dire qu'on a payé plus de prestations qu'on a encaissé de cotisations. Bon, ça c'est au global, donc 6,5 milliards de décollecte. Bon, mais quand on regarde d'un peu plus près, en fait, ça recouvre deux phénomènes totalement opposés. D'abord, une décollecte très massive sur le contrat en euros, moins 25 milliards, mais aussi une collecte très positive, à plus de 18 milliards, sur les unités de compte. Et ça, pour moi, c'est très positif. C'est vraiment la démonstration éclatante du fait que le modèle de l'assurance vie française est en train de se transformer. Et il se transforme même les années où les marchés sont quand même bien chahutés, comme on vient de le voir. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Alors après, il y a peut-être aussi une autre raison au fait qu'on ait encaissé moins de cotisations. C'est tout bête. Nos commerciaux, pendant le premier confinement, ils étaient à l'arrêt. Ils n'ont pas travaillé. L'assurance vie, c'est un produit qui se vend. Et donc, s'il n'y a pas de commerçants, évidemment, ça se vend moins. C'est un produit qui nécessite de la pédagogie et spontanément, c'est vrai que les Français n'ont peut-être pas le réflexe d'aller ouvrir une assurance vie, a fortiori en période de pandémie. Si l'on passe aux autres branches, Florence Hussmann, l'activité centrale prévoyance, là, j'imagine qu'évidemment, elle a subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Alors oui, l'assurance santé-prévoyance, elle a subi de plein fouet l'effet de la crise, avec un effet ciseau, c'est-à-dire des prestations qui ont augmenté beaucoup plus que les cotisations. Mais c'est normal, les contrats ont joué en 2020. En 2020, par exemple, sur la prévoyance, il y a eu plus de 20% de plus d'arrêts de travail. Et donc, évidemment, les indemnités journalières que nous versons dans le cadre des arrêts de travail ont évidemment explosé. J'ajoute qu'il y a eu aussi des gestes en plus des contrats. Donc, tout à l'heure, j'évoquais les personnes fragiles. Ces personnes fragiles, on leur a versé des indemnités journalières, même si ça ne rentrait pas complètement dans le cadre de nos contrats. C'est ce qui explique en particulier cette hausse très importante des prestations et le fait que, bien entendu, les assureurs ne se sont absolument pas enrichis en 2020 sur ces activités de santé et de prévoyance. Il y a quelque chose, si on continue à dérouler comme ça les branches du secteur de l'assurance, d'assez contre-intuitif, c'est que les prestations en assurance dommages et responsabilité, elles ont augmenté. Or, on se rappelle que pendant le confinement, les voitures ne roulaient plus, les rues étaient désertes, etc., etc. On peut se dire donc que là, cette branche en avait profité. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est pas du tout. Non, alors pas du tout, parce qu'en assurance de biens et de responsabilité, on a continué à gérer énormément de sinistres. 12 millions de sinistres gérés dans l'année, ça fait quand même plus de 32 000 sinistres gérés tous les jours. 32 000 sinistres. 32 000 sinistres, d'où l'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il fallait bien effectivement mettre tous nos collaborateurs en télétravail immédiatement, de façon à ce qu'on continue à aider nos assurés qui en plus ont connu des sinistres évidemment pendant l'année 2020. Alors quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? On voit moins de sinistres sur l'assurance auto. Ça c'est normal, pendant le premier confinement on n'avait pas le droit de rouler. Donc a priori on roule moins. Moins d'accidents. Il y a moins d'accidents. Jusque-là c'est logique. Jusque-là c'est logique. Alors après en termes financiers, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il y a moins d'accidents,
mais la réparation coûte toujours de plus en plus cher. Et ça, c'est vraiment une dérive qu'on constate depuis des années. À titre indicatif, vous savez, les pièces détachées, de combien elles ont augmenté l'année dernière? Non, j'en ai absolument pas. Eh bien voilà, 8%, sachant que l'année d'avant, c'était déjà plus 6,5%. Donc on a des facteurs, je dirais, d'inflation naturelle du coût de l'indemnisation et qui expliquent qu'effectivement, ça impacte aussi les tarifs de l'assurance automobile, même si dans cette année très spécifique, on a eu moins de sinistres. Alors après, sur l'habitation, il y a eu à peu près le même nombre de sinistres, avec plus de dégâts des eaux, mais moins d'incendies, moins de cambriolages, donc là aussi, c'est logique. On était chez soi. On était chez soi. Et on continue à prendre des douches. Exactement, donc on avait des dégâts des eaux. Et puis alors, l'explosion, c'est sur les entreprises. Là, on a plus 26% de sinistres en 2020. Et ça, c'est normal, cette explosion, puisque le risque d'entreprise, tout ce qui était lié aux pertes d'exploitation, couvertes ou pas couvertes, il y a eu beaucoup de gestes extra-contractuels sur les pertes d'exploitation. Il y a eu tout simplement aussi l'assurance annulation. Donc au total, évidemment, le risque qui a le plus augmenté sur l'année 2020, c'est le risque des entreprises. Justement, Florence Hussein, si on parle au total, si on essaie de faire une espèce de photo de l'impact de cette crise sur le bilan de l'année 2020 des assureurs, ça donne quoi? Alors, je vais y venir. Il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que les catastrophes naturelles, elles ne se sont pas arrêtées non plus. Pendant l'année 2020, je dirais, malheureusement, donc à nouveau, plus de 3 milliards d'euros de sinistres sur les catastrophes naturelles. Bon, tout le monde a en tête, évidemment, la tempête Alex. Et ça, malheureusement, c'est la poursuite d'une tendance. Vous savez que sur les 40 dernières années, le coût de ces sinistres climatiques a été multiplié par 3. C'est dramatique pour les populations. Et comme nous, on est aux premières loges, on est aux côtés des assurés, à chaque fois, on les vit, ces catastrophes avec eux. Je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on est spécialement motivé sur tout cet aspect du réchauffement climatique. Sur lequel on va revenir. Et donc, si on essaie de faire la photographie sur les comptes de l'impact de cette crise sanitaire, on en arrive à quoi? Bon, alors, on n'en est pas encore au compte, à la comptabilité. Là, ce que je partage avec vous, sans délai, dès qu'on a eu les remontées, on a organisé cette conférence, ce sont les éléments techniques du secteur. Après, la consolidation comptable, elle suppose évidemment que tous les assureurs aient publié leurs comptes. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ouais. Voilà. Donc là, on est sur les aspects, je dirais, techniques, les aspects de risque. Donc c'est très clair. Quand on regarde les branches impactées par la crise, donc je l'ai dit, l'assurance des entreprises, la prévoyance, la santé, puis aussi l'automobile, puisqu'on a, au global, les sinistres ont quand même augmenté de quasiment 3 milliards d'euros. Alors, ces 3 milliards, c'est 3,3 milliards de plus pour les entreprises, c'est 800 millions pour santé et prévoyance, et puis en sens inverse, c'est des économies par rapport à d'habitude, donc moins de sinistres à hauteur de 1,2 milliard en auto. Mais quand je fais la balance entre les plus et les moins, on est à plus 3. On est à plus 3 sur le coût des sinistres dans ces branches, encore une fois, directement concernées par la pandémie. Alors à cela, il faut rajouter tous nos gestes de solidarité que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors ces gestes de solidarité, il y en a une partie qu'on retrouve dans les sinistres, donc qui sont dans les 3 milliards, là, puis il y a tous les autres, les remboursements de primes, les mois de loyer gratuit, les financements du fonds de solidarité, donc tout ça, il y en a à peu près pour 1,7 milliard. Donc l'impact, c'est 3 milliards sur les sinistres, 1,7 milliard sur les gestes de solidarité. Et vous voyez bien que c'est des chiffres qui sont cohérents avec ce que j'avais évoqué pendant l'année 2020. On va passer à l'autre métier des assureurs. Avant, si vous avez pris ce live en cours de route, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via la fenêtre qui est en bas à droite du chat. N'hésitez pas à les poser dès maintenant, ces questions, et préciser votre prénom, votre nom et le média d'où vous provenez. L'autre métier donc de l'assureur, celui dont on parle un peu moins et un peu moins souvent, c'est celui de financeur de l'économie. Compte tenu de tout ce que vous nous avez raconté là et de l'impact de la pandémie sur votre premier métier, d'assurer les gens et les entreprises, est-ce que vous avez maintenu cette activité de financeur de l'économie ou est-ce que vous avez un peu mis le pied sur le frein? Alors oui, parce qu'on est resté solvable. J'ai évoqué des chiffres en milliards, des chiffres très importants, mais rassurez-vous, ça n'a pas impacté la solvabilité de notre secteur qui reste très élevé,
à plus de 200% de ratio. Et ça, je dirais, c'est le plus important. Parce que la première qualité que vous êtes en droit d'exiger de votre assureur, c'est qu'il soit solvable, c'est-à-dire qu'il sera toujours là pour vous, cette année, dans 10 ans, dans 30 ans. C'est ce que mesure le ratio de solvabilité. Donc ça, c'est essentiel. Le marché de l'assurance est robuste. Alors du coup, on a évidemment continué à investir et à financer l'économie. On est les premiers financeurs de l'économie. Alors, en fait, quand je dis nous, je devrais dire vous, hein, parce que c'est votre argent. C'est votre argent qu'on place, donc vous pouvez en être fiers. Ces 2700 milliards d'euros, ils vous appartiennent. Ce sont les vôtres. Alors, je pense que c'est très clair pour vous, quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous nous confiez votre épargne, donc nous, on la place. Mais ça l'est moins quand je paye mon assurance automobile, par exemple. Ben oui, mais votre assurance automobile, la prime, le temps que j'indemnise les sinistres, il y a des sinistres comme les sinistres corporels qui mettent du temps à être réglés, et ben pendant ce temps-là, la prime, elle est placée. Donc, même dans les branches, et surtout dans les branches longues, hein, la construction, la responsabilité civile, etc., les primes, elles sont placées. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a 2700 milliards d'actifs. Alors, comment est-ce qu'on place votre argent? Eh bien, à 60% dans les entreprises. Donc, avec votre argent, on finance l'économie, on finance les entreprises, et même à 20% le capital des entreprises. Alors j'insiste un tout petit peu parce que je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'à 20% on finance le capital des entreprises est manifestement une information qui ne passe pas très bien. Donc 60% dans les entreprises. Alors on finance aussi les États, hein, les dettes souveraines, 30%. Mais vous voyez, on finance 2 fois plus les entreprises que les États dans notre gestion financière. Alors, ces investissements, c'est aussi un levier très important pour transformer l'économie, pour financer les transitions qui sont évidemment nécessaires pour notre économie française et européenne. Et comme on est très très motivé par les effets du réchauffement climatique et plus globalement par tous ces critères ESG, eh bien nous sommes pionniers dans la gestion ESG de nos placements. 80% des portefeuilles actions et obligations sont couverts par des analyses ESG. On investit avec votre argent, on investit dans les infrastructures, on investit dans les PME, dans les ETI. Et donc, effectivement, nous sommes le levier privilégié pour transformer l'économie. Puisqu'on parle de votre métier de financeur, d'investisseur, vous avez mis, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure en introduction, sur pied, un plan qui s'appelle Relance Durable France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi sa philosophie? En quoi consiste-t-il? Alors, c'est un plan historique. Quasiment 2,3 milliards, financé à hauteur de 2 milliards par les assureurs, le reste par la Caisse des dépôts. Et ce plan, il est historique à 3 égards. Donc, premier, c'est le montant, 2,3 milliards. Deuxièmement, c'est la méthode. La méthode totalement partenariale, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, dès le mois de mars, on mettait tout le monde autour de la table pour se mobiliser pour la relance de notre pays. Avec un focus sur la santé, 800 millions, un focus sur le tourisme, 200 millions, et également pour la santé, eh bien, on a ressenti le besoin de s'adjoindre les conseils d'un conseil scientifique de très haut niveau. Et ce qui est positif, vous voyez, quand on travaille tout ensemble, de façon partenariale, c'est que les classements, les recommandations du conseil scientifique, elles étaient totalement cohérentes avec les recommandations des financiers. C'est-à-dire que, oui, on peut à la fois financer la recherche innovante, les entreprises innovantes, et également faire des investissements rentables. Et ça, c'est quand même une très, très, très bonne nouvelle. Alors, en pratique, je peux vous donner 2 exemples d'entreprises qui ont été financées par ce plan d'ores et déjà. Alors, je peux vous citer Wincare, qui est une société francilienne et qui fait des lits médicalisés et des matelas pour les hôpitaux. Je peux aussi vous citer dans le secteur du tourisme une entreprise qui s'appelle Sandaya et qui possède une trentaine de campings très haut de gamme sur le territoire. Donc, vous voyez, c'est du concret. Et là, je lance un appel à nos gestionnaires d'actifs, donc ceux qu'on a sélectionnés pour aller investir en notre nom, qui sont nos prestataires, d'une certaine façon,
pour qu'ils y aillent et qu'effectivement, on se mobilise et qu'on finance toujours plus de très belles entreprises. Il y a 2,3 milliards d'euros à investir dans les entreprises. L'une des grandes inquiétudes au cours de l'année écoulée, ça a été l'inquiétude autour de l'emploi. Florence Sussman, le secteur de l'assurance, je l'ai dit en introduction, emploie 150 000 collaborateurs. Est-ce que le portrait robot des collaborateurs du secteur, il a évolué depuis quelques années? Oui, il évolue. Alors d'abord, je voudrais dire, je suis ravie de passer quand même un tout petit moment sur ces sujets sociaux, parce que nous sommes une entreprise de service et le capital humain, c'est vraiment le point le plus important pour nous. Alors, nos collaborateurs, 150 000 personnes réparties sur tout le territoire, ils sont partout, de plus en plus jeunes. On a 15% de nos collaborateurs qui ont moins de 30 ans. Et ça, je pense que c'est la conséquence directe de tout ce qu'on fait sur l'alternance depuis des années. On prend de plus en plus d'alternants. On a fait encore plus 15% en 2020. On croit en la jeunesse et surtout, on a besoin d'eux. Et on fait des très beaux métiers, donc on a envie qu'ils viennent chez nous. Et alors, en plus, on les embauche. À 70%, quand on a été alternant dans l'assurance, on se fait embaucher à la sortie. C'est quand même pas mal. Un secteur aussi très féminisé, c'est pour ça qu'il marche très bien. 60% de femmes dans les collaborateurs, 50% dans les cadres, 30% dans les cadres de direction. Bon, là, il y a encore un petit progrès à faire, mais enfin, je pense que par rapport aux autres branches, on n'a pas à rougir. Ouais. Exactement. Alors, le capital humain, c'est tellement important que la négociation sociale de branche, elle ne s'est pas arrêtée dans notre secteur en 2020. On a continué à négocier, alors qu'on était tous, les partenaires sociaux aussi, en télétravail, confinés, etc. Et on a sorti, fin 2020, un très bel accord, un accord sur la parité, la mixité, la diversité, avec des dispositions très, très concrètes pour les salariés de la branche. Je vais en évoquer une avec vous, parce qu'elle me tient particulièrement à cœur. C'est le congé de paternité. Alors, congé de paternité, vous savez maintenant, qui dure 28 jours. Je ne suis plus concerné depuis longtemps, moi. Oui. Écoutez, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et en tout cas, il dure 28 jours, donc il a été rallongé. Eh bien, si vous êtes salarié de l'assurance, votre rémunération sera intégralement remboursée, maintenue pendant cette période du congé de paternité, de façon à ce que le deuxième parent puisse en bénéficier pleinement et jouir de cette période qui est véritablement exceptionnelle, qui est l'arrivée d'un enfant. Il y avait un mot sur le télétravail également. Alors là aussi, le télétravail, c'est une des grandes conséquences de cette crise. Alors nous, on n'a pas attendu 2020, parce qu'on avait quand même déjà 25% de nos salariés qui régulièrement étaient en télétravail, mais un télétravail choisi, pas un télétravail forcé. Et donc on s'est dit qu'avec cette expérience d'un nouveau mode de télétravail, on a beaucoup progressé sur la connaissance du télétravail. Eh bien, on a lancé des négociations de branches. On est la première grande branche à le faire. Et je suis sûre qu'on va aboutir d'ici l'été. Pour conclure, et avant de passer aux questions des journalistes, questions que vous pouvez nous envoyer donc via le chat qui est en bas à droite de la fenêtre, quelles sont vos priorités aujourd'hui, après avoir tiré les leçons de la crise, après l'année 2020 qu'on a vécue, quelles sont les priorités du secteur et de la Fédération française de l'assurance pour 2021 et pour les années qui viennent? Alors pour moi, cette crise, très clairement, elle ouvre une page nouvelle pour notre secteur et aussi pour la FFA, pour notre fédération. C'est une nouvelle FFA que je vais incarner qui affirme avec beaucoup de conviction l'utilité de notre métier. J'espère vous en avoir un peu convaincu ce matin. Et donc notre mission, c'est de l'expliquer, c'est d'en faire la pédagogie. Nous, on sait qu'on fait un très très beau métier, à charge pour nous maintenant de vous en convaincre. Et d'ailleurs, on s'est doté en 2020 d'une raison d'être, que j'ai le plaisir de partager avec vous ce matin. Cette raison d'être, c'est mobiliser toutes les énergies de l'assurance pour faire avancer la société en confiance. Alors, mobiliser toutes les énergies, oui, toutes les énergies, 260 membres, tous différents, et qui ont chacun une façon de contribuer à l'élaboration de la société de demain. Et donc, notre métier à la FFA, c'est de fédérer et de mobiliser et de canaliser toutes ces très, très belles énergies. Alors, faire avancer la société, ça c'est très important parce qu'il
il n'y a pas de prise de risque. Il n'y a pas de progrès sans assurance. Et si nous, on couvre les risques, c'est pour que vous puissiez en prendre. Et c'est comme ça que vous ferez avancer la société, c'est comme ça qu'on fera ensemble avancer notre société, mais société en confiance. Alors cette raison d'être, elle s'incarne dans nos deux priorités pour 2021 et les années suivantes, parce qu'on ne va pas tout résoudre en 2021. C'est d'abord tout ce qui a trait à la transition démographique. On veut être force de proposition sur le vieillissement, la perte d'autonomie, plus globalement la santé, mais également, et vous l'avez compris, sur le réchauffement climatique. Et je vous donne rendez-vous à la COP26 avec des annonces. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Florence Hussmann, pour ce panorama de ce qui s'est passé sur l'année 2021. Et tout de suite, eh bien, c'est l'heure de répondre aux questions de ceux qui nous regardent, aux questions des journalistes. Première question, Florence Hussmann, allez-y, buvez un petit peu d'eau, tranquillement. La première question, elle vient d'André Thomas de Ouest France. Les assureurs français ont-ils davantage financé la dette de la France cette année? Non, c'était équivalent, je dirais. On reste aux alentours de 350 milliards d'euros, donc c'est à peu près constant au fil de l'eau. Vous savez, vu les masses en jeu, on ne fait pas d'à-coup sur nos placements, parce que sinon, ça aurait des conséquences sur l'économie. Donc, il y a quand même une grande stabilité dans nos investissements. Et vous nous disiez tout à l'heure que ça ne représente que 30% de l'argent que vous placez. Absolument. Votre argent, à 60%, est placé dans les entreprises. Deuxième question de Olivier Brunet de toutsurmesfinances.com. Risque climatique versus financement des énergies carbonées, quels engagements fermes, avec un horizon temporel, s'il vous plaît, c'est précisé, de sortie des assureurs du charbon? Vous avez dit que vous vouliez sortir du charbon, alors c'est pour quand? On est quasiment déjà sorti du charbon. On a signé donc, cette charte RSE en 2016 et on sera complètement sorti en 2030 ou 2040. Mais on a déjà beaucoup progressé sur cette dimension. Et au-delà de nos propres investissements, ce qu'il faut bien garder en tête, là, tout à l'heure, je vous ai parlé du programme Relance Durable France, nos financements dans ce programme, ils sont conditionnés au fait que les entreprises qui vont en bénéficier se dotent d'une démarche RSE. Bon, ou bien elles en ont une, et c'est parfait, ou bien elles n'en ont pas, et il ne faut pas qu'elles soient exclues de nos financements, bien évidemment. Donc, il faut qu'elles se dotent d'une démarche RSE, et ensuite, elles vont nous remonter, au fil du temps, les principaux indicateurs qui vont nous montrer qu'effectivement, elles progressent sur cette dimension RSE. Et vous voyez, là, on a, avec votre argent, on a un levier de transformation de notre économie qui est très, très important. Parce que ce n'est pas seulement dans nos placements ou dans les obligations vertes, etc. Là, ça irrigue tout le territoire des entreprises. Donc on rappelle l'horizon de temps, 2040, c'est ça? 2030 ou 2040 pour la sortie définitive du charbon. Après, il ne faut pas avoir de vision trop manichéenne. C'est-à-dire que les entreprises qui ont encore un peu de charbon, par exemple, elles ont besoin de se transformer. Sinon, on dit... Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Non, mais surtout, si on leur coupe les financements, comment est-ce qu'elles vont se transformer? Donc, il faut aussi qu'on accompagne ce mouvement, cette transformation, d'où les critères qu'on a mis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils nous disent « oui, oui, on va le faire », puis en fait, on ne le fait pas. Donc, on sera vigilant et on regardera les critères de remontée. Mais je crois que c'est important qu'on puisse accompagner cette transformation parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas encore à l'état de l'art. La prochaine question, elle vient de Solène Poulenec des Échos. Le gouvernement reproche aux assureurs santé d'avoir augmenté les cotisations malgré la baisse des dépenses de santé. Quelle est votre estimation de la baisse des dépenses de santé l'an dernier? Alors, ce n'est pas une baisse, c'est une hausse des dépenses de santé d'un peu moins de 200 millions, y compris cette taxe exceptionnelle. Alors peut-être restons un instant sur ce sujet des tarifs de l'assurance santé. Bon, effectivement, les pouvoirs publics ont annoncé une augmentation de 3%. Je ne sais pas d'où elle vient, je suis évidemment prête à en discuter. Moi, je suis tout à fait transparente sur nos chiffres. Bon, on a partagé l'augmentation de la charge des prestations. Bon, après, le risque santé, c'est quoi? C'est des dépenses de santé. Alors, il ne faut pas confondre des hausses de primes qui
sont liées à l'augmentation d'un risque et des hausses de tarifs. Moi, je vieillis tous les jours. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Si, moi voilà. aussi, je Bon. vous confirme. Et donc, comme je vieillis tous les jours, malheureusement, mon risque santé, il augmente. Et donc, comme on a des portefeuilles d'assurés qui vieillissent, hein, on a une proportion de personnes qui ont plus de 60 ans qui est beaucoup plus importante qu'il y a une dizaine d'années, eh bien, je dirais naturellement, le risque augmente, donc le coût du risque augmente. Donc ça, c'est le premier point. Le premier facteur, c'est le vieillissement de la population. Et ça, c'est inexorable. Et là, c'est malheureusement inexorable. Bon, le deuxième élément, eh ben, c'est l'évolution des dépenses de santé. Regardez l'ONDAM. L'ONDAM, qui a longtemps progressé à 3% chaque année et qui progresse encore d'au moins 2,5% chaque année. Alors, ce que vous voulez, il n'y a pas de miracle, quoi. Dans ce contexte-là, le risque augmente parce que les gens vieillissent et les dépenses de santé augmentent. Donc, j'ai envie de dire, pas très étonnant qu'effectivement, la charge soit toujours plus lourde pour les assureurs santé. Une question de Thibaut Vadjou, et je m'excuse si j'écorche son nom, de la GFI. Bonjour, quel premier bilan faites-vous de la réactivation des fonds NOV et des fonds santé tourisme non cotés? Les premiers investissements ont-ils été lancés? Écoutez, je vous en ai cité. Donc oui, les premiers investissements ont été faits, hein, que ce soit dans le tourisme, dans la santé. Et encore une fois, donc moi, ce que j'attends, donc les fonds NOV ont été réactivés, c'est que les asset managers, les gestionnaires d'actifs en bon français, eh bien, se mobilisent pour aller nous trouver ces belles entreprises. Parce que, attention, c'est votre argent. Donc, évidemment, on finance des entreprises saines. Des entreprises saines qui ont peut-être souffert pendant cette crise, ça, mais qui ont des vraies perspectives de croissance, de développement. Et c'est ça qu'on recherche via notre programme Relance Durable France. Mais j'imagine que trouver les entreprises qui répondent à ce profil, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il ne faut peut-être pas attendre des effets immédiats et des investissements massifs tout de suite. Non, mais j'aiguillonne très régulièrement les asset managers, c'est leur travail, ils savent le faire et ils le font très bien. Et vous les titillez pour qu'ils le fassent. Et je les titille, oui. Autre question de Solène Poulenec des Échos. Sur l'auto, quelle a été la baisse des sinistres l'an dernier? Alors, sur l'assurance auto, on a vu qu'on a eu une baisse globale de 1,2 milliard, mais on a eu une hausse des coûts de la réparation et en particulier de la réparation automobile. Donc, l'un dans l'autre, on a eu effectivement moins de sinistres que d'habitude, hein, je l'ai cité tout à l'heure, mais il faut quand même gardez en tête que nous, on est très préoccupés par cette inflation naturelle, tout spécialement sur les pièces détachées. Alors, il y a eu des tentatives d'ouvrir ce marché des pièces détachées, qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, mais en tout cas, pour le consommateur, pour l'assuré automobile, c'est un facteur très important dans le coût de l'assurance automobile. Il y a un deuxième facteur que je voudrais évoquer, c'est la fiscalité. La fiscalité, elle est très importante sur l'assurance automobile. C'est-à-dire? Eh bien, la fiscalité sur votre prime d'assurance responsabilité civile, hein, c'est-à-dire la seule qui soit obligatoire, eh bien, c'est à peu près 50% de votre prime qui repart dans la poche de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une taxe de 35% dès le départ, et puis après, tous les sinistres qu'on indemnise, ou la réparation automobile, c'est soumis à TVA. Mais nous, on ne récupère pas la TVA. Donc, ça se retrouve dans les tarifs. Très bien. Nouvelle question de Solène Poulenec des Échos. Faut-il augmenter la surprime CatNat, donc catastrophe naturelle, sur les contrats de dommages pour encaisser la hausse du coût des catastrophes naturelles? Sinon, comment faire pour gérer la hausse des sinistres dans cette branche de catastrophes naturelles? Alors, avant d'en arriver à la solution d'augmenter les tarifs, je crois qu'il faut surtout parler de prévention. La prévention, c'est notre métier et c'est comme ça qu'on veut s'inscrire vis-à-vis des Français, vis-à-vis des entreprises. L'assurance de demain, c'est une assurance qui va certes repousser les limites de l'assurabilité parce que tous les jours, il y a des nouveaux risques qui arrivent et il faut qu'on puisse les couvrir, qu'on puisse les connaître d'abord et puis ensuite qu'on puisse les couvrir pour que la société avance en confiance, je vous rappelle. Mais dans la gestion du risque, le plus important, c'est la prévention.
Et c'est ce qu'on fait tous les jours sur le terrain auprès de nos Comment on assurés. prévoit une tempête, Florence Sussman? Alors, d'abord, on peut la prévoir, oui, parce que les événements météo, ils sont prévisibles. Nous, on finance les assureurs depuis plus de 20 ans maintenant, une association, la Mission Risque Naturel, qui étudie de façon scientifique ces phénomènes naturels, ces phénomènes climatiques, et qui développe aussi des outils. Il y a des choses très simples. Regardez, je pense que votre assureur, si vous avez un bien assuré à un endroit où il y a un événement climatique qui se profile, une tempête, une montée des eaux, etc., eh bien maintenant, la plupart des assureurs, ils vous envoient un petit SMS en vous disant « Attention, il y a un phénomène climatique de grande ampleur qui arrive, et du coup, si c'est une tempête, fermez vos volets, si c'est l'eau qui monte, vous allez déplacer votre voiture, vous n'allez peut-être pas la laisser au 4e sous-sol du parking, ou justement garer sur les berges de la rivière. La prévention, ça marche. Ça ne marche pas que sur les catastrophes naturelles, ça marche aussi pour les entreprises, toute la prévention des incendies. Et là, nous, on investit énormément. On a un centre d'essai à Vernon. J'adorerais vous faire visiter, et je prends l'engagement, là, franchement, dès qu'on a le droit de sortir, dès qu'on a le droit de bouger, on va le visiter ensemble. Et là, on teste des matériaux, on fait des incendies en vraie grandeur. Et tous ces enseignements qu'on tire, on les partage évidemment avec nos assurés. Donc on a une démarche très active. L'augmentation des primes après. Alors, si c'est vraiment, mais en dernier recours, exactement. Toujours une question des Échos. Le gouvernement appelle de nouveau à renforcer le télétravail. Pourriez-vous nous dire où vous en êtes dans la branche, j'imagine, et quelles sont les éventuelles marges de manœuvre pour le renforcer? Vous nous avez dit que dès le 17 mars dernier, vous vous étiez efforcé, enfin l'ensemble des entreprises du secteur s'était efforcé pour mettre l'ensemble des salariés en télétravail. On en est où aujourd'hui? Alors, on en est toujours au même endroit. Nous, on a 90% de nos collaborateurs qui sont sur des postes télétravaillables, qui télétravaillent. Donc, ce pourcentage, on ne peut pas aller tellement plus loin parce que, évidemment, les informaticiens, il faut qu'ils soient sur place parce qu'avec le télétravail, évidemment, on les sollicite énormément. Il faut que les liaisons continuent à être assurées, que tout ça soit fluide et qu'on puisse aider nos assurés, je dirais, dans une démarche sans couture. Donc, il y a là, 90%, franchement, ce sera difficile d'aller plus loin. Alors, il y a eu une incompréhension. Il y a eu une incompréhension puisque, à un moment, le ministère du Travail, malheureusement, a sorti des statistiques avec des taux de télétravail qui étaient très inférieurs à ce pourcentage. Bon, on s'en est expliqué avec Elisabeth Borne, et en fait, à la réunion suivante, on a pu obtenir les chiffres de l'assurance. Ce que je vous l'ai dit, l'assurance, c'est 150 000 personnes, et eux, ils avaient sorti des statistiques sur 870 000 personnes. Alors bon, mais quand on regarde les statistiques de la branche, et Elisabeth Borne, on était tout à fait d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. On est exemplaire sur le télétravail. D'ailleurs, allez vous promener dans les grands sièges parisiens des assureurs. Moi, je peux vous le dire, il n'y a personne. Personne. Et pas qu'à Paris, ça m'est arrivé d'aller en visiter. Et pas qu'à Paris, vous avez raison de le dire. Alors, par contre, contrairement au premier confinement qui nous a coûté tellement cher en termes commerciaux, où là, effectivement, nos agences, nos commerciaux ne pouvaient pas se Aujourd'hui, les agences, elles sont fermées d'ailleurs. Non, aujourd'hui, elles sont ouvertes. Non, elles sont ouvertes et c'est bien pour ça que la collecte reprend en assurance vie en particulier. Et puis, donc, comment voulez-vous... Les assureurs sont dans la liste des commerces essentiels. Absolument. Vous savez, quand vous êtes dans l'arrière-pays niçois, dans la vallée de la Roya, dans la vallée de la Vésubie, je pense que ce serait un peu violent qu'on dise à ces gens qui ont subi cette tempête absolument dramatique qui a ravagé leur vallée et qu'on leur dise « Ah, ben non, mais vous savez, là, votre agent d'assurance, il est fermé. » Enfin, Elisabeth Borne elle-même, et j'en étais vraiment contente, a sorti cet exemple pour expliquer que, oui, bien entendu, les assureurs restent ouverts pour leurs assurés. Au plus près du terrain, je vais arriver à le dire. Question qui nous vient de l'Opinion, Jade Grandin de l'Éprevier. Savez-vous comment a évolué l'image des assureurs dans la société depuis un an ? Par rapport aux banques, par exemple, y a-t-il des sondages là-dessus ? Trouvez-vous que l'évolution, elle est injuste ou justifiée ? Sous-entendu, elle n'est pas forcément bonne, cette image. Elle n'a pas évolué de façon favorable pour vous, en tout cas. Bon, écoutez, moi, maintenant, j'ai quelques données qui me remontent des assureurs. Vous savez, l'image, c'est pas hyper objectif. Hein. Donc là, j'ai des données objectives. Vous savez, le NPS, donc ce qui mesure la satisfaction des assurés,
donc le Net Promoting Score, eh bien, pour les entreprises qui l'ont recalculé à la fin de 2020, au début de 2021, ce NPS, il a augmenté pendant l'année 2020. Et c'est normal, ça veut dire que les assurés sont en moyenne plus satisfaits fin 2020 que début 2020. Alors ça, je pense que pour moi, c'est ça l'image qui est importante. Et ce n'est pas tellement surprenant. Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure? On s'est dit qu'on avait indemnisé 3 milliards de plus de sinistres. Il y a bien des gens qui ont bénéficié de ces sinistres, donc eux, ils sont contents. Les 1,7 milliard de gestes extra-contractuels, ils ont bénéficié à plus d'1 million d'entreprises, plus de 700 000 personnes. Là aussi, c'est des gens qui sont très contents de l'action des assureurs. Si je pense aux victimes de la tempête Alex dans la vallée de la Vésubie, la vallée de la Roya, vous savez, c'est des gens qui remercient tous les jours le régime de catastrophe naturelle qui permet qu'on les indemnise. Donc, ces gens-là, ils ne se poseront plus jamais la question de savoir si c'est bien ou pas de payer sa prime d'assurance. Donc, attention à ne pas avoir de vision manichéenne. Je crois que oui, en début de crise, on n'a pas été audible, malgré tout ce qu'on a fait, je vous l'ai dit. Mais bon, soit. Je pense que ça a bien évolué dans le restant de l'année. On a d'ailleurs été félicité par Bruno Le Maire. Regardez mon compte LinkedIn, félicité par Bruno Le Maire pour notre engagement dans la relance. Donc, attention à remettre peut-être les compteurs à jour. Et encore une fois, nos assurés, je crois qu'ils sont contents de nous. Pour prolonger la question de l'opinion, est-ce que c'est un peu comme les dentistes, les assureurs? On aime bien son dentiste, mais on n'aime pas les dentistes en général. On aime bien son assureur, mais on n'aime pas le secteur de l'assurance en général. Peut-être. Une question maintenant de Mariona Vivard de News Assurance Pro. Des organismes ont constaté une baisse des prestations en santé en 2020 à cause de la fermeture des cabinets médicaux. Or, vous constatez une hausse. Comment l'expliquez-vous? Avez-vous intégré la taxe Covid, entre guillemets? Oui, nous avons intégré la taxe Covid, absolument. Donc c'est elle qui explique? C'est elle qui explique, mais vous voyez bien que ça veut dire qu'on a été surtaxé par rapport à tout ce qu'on a indemnisé. Et puis, je rappelle que en prévoyance, on ne peut pas couper les risques, on ne peut pas les saucissonner. Nous, on a des contrats qui couvrent la santé, la prévoyance. Et là, le risque sur la prévoyance, il a complètement explosé. C'est plus 20% d'arrêt de travail, que ce que je vous disais tout à l'heure. Nouvelle question d'Elisabeth Coulon pour Revue Banque sur les prêts participatifs. Le journal s'appelle Revue Banque et la question porte sur les prêts participatifs. Vous avez expliqué attendre encore des précisions concernant les critères de sélection des entreprises, l'équilibre de la gouvernance du fonds et le traitement prudentiel de ces nouveaux instruments. Ces discussions ont-elles abouti? Où en sont-elles? Alors effectivement, dans la grande matinée de lancement des prêts participatifs, j'avais exprimé devant le ministre, notre mobilisation totale sur ce sujet, et deux, le fait qu'il y avait encore à peu près 3 sujets sur lesquels il fallait encore qu'on avance. Alors d'abord, expliquer pourquoi on a eu besoin de se mobiliser, eh bien parce que le ministre a proposé un dispositif très innovant au plan financier. C'est prêt participatif pour soutenir l'économie française. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien. Mais après, il y a le travail des investisseurs, des assureurs, qui doivent, on se l'est dit tout à l'heure, qui doivent s'assurer que ce type d'investissement est légitime par rapport à nos recherches à la fois de rendement et de sécurité pour placer votre argent. Et dans ce cadre-là, donc on a énormément progressé, donc on a construit maintenant le dispositif, quand même, un dispositif assez complexe, avec une société faîtière, avec des asset managers en dessous, et puis voilà, les banques qui vont originer les prêts sur le terrain, donc quand même un dispositif lourd, dans lequel il faut qu'on s'assure qu'on a bien une représentation équilibrée des différentes entreprises de notre pays, qu'il n'y a pas de sur-risque embarqué. Là encore, on va financer des entreprises saines parce que c'est votre argent qu'on va investir. Il y a un point qui est très important également, c'est la gouvernance. Donc, comment est-ce qu'on équilibre cette gouvernance entre les différentes parties prenantes? Et enfin, le troisième aspect sur lequel, à ce stade, je n'ai pas encore de réponse et qui est clé pour les investisseurs, c'est le traitement prudentiel.
Donc les discussions sont encore en cours et les discussions continuent. Vous avez un délai, vous avez un espoir de savoir écoutez, quand ça va aboutir bon, alors le troisième volet, il ne dépend pas de moi. Hein. Là, c'est l'autorité de contrôle qui va fixer je dirais, la pondération en fonds propres sur ce type d'investissement. Mais sur les deux autres, nous, on met les bouchées triples et on a promis à Bruno Le Maire que le dispositif serait calé, en tout cas pour ces deux dimensions, d'ici le 15 avril. Nouvelle question sur la hausse des prestations en matière de santé. Elle vient de Julien Bouissou du magazine Capital. Dans la hausse enregistrée donc, en matière de prestations santé, quelle est la part due à la mise en place de la réforme 100% santé / reste à charge zéro et quels effets prévus pour les prochaines années? Bon, alors, moi, je n'ai pas encore les chiffres précis, donc je ne vais pas en partager avec vous. Ce qu'on constate quand même, c'est une très très forte consommation sur les paniers de soins 100% dentaires et audiologie. Donc voilà, il y a une très forte consommation, il y a un succès sur ce 100% santé. Bon, 2021 sera vraiment l'année où ça va jouer à plein. Donc je dirais rendez-vous un peu plus tard pour faire le bilan du coût de cette réforme. Question de Florian Delambilly pour News Assurance Pro. Pas de régime CATEX, mais des avantages fiscaux sur la constitution des provisions pour les entreprises. Où en est ce sujet et plus largement celui des captifs d'assurance? Bon, alors, je rappelle qu'au plan assurantiel, CATEX, donc ce partenariat public-privé, c'est bien une solution. C'est une solution qui fonctionne. Pour des raisons conjoncturelles, je pense, essentiellement conjoncturelles, le dispositif, à ce stade, n'a pas été retenu. Je pense que la raison principale, c'est-à-dire qu'il n'a pas été retenu. Le ministre n'a pas décidé de lancer ce partenariat public-privé, là, début 2021, comme il aurait pu le faire. Alors, ce qui est vrai, et on l'avait dit, hein, on a été très transparent là-dessus dès le début, on n'assure pas une maison qui brûle. Donc, notre nouveau régime ne pouvait pas couvrir la crise actuelle. Et je comprends que ce soit un peu difficile d'imposer, parce que c'est un régime obligatoire, comme le régime de catastrophe naturelle, pour que son coût soit mutualisé entre toutes les parties prenantes en France, et donc un coût minime. Eh bien, c'est difficile de dire aux gens, écoutez, vous allez cotiser, mais ça ne marche pas en ce moment. Donc moi, j'ai de grands espoirs pour le régime CATEX, mais encore une fois, quand on sera sorti de cette crise. Ceci étant posé, donc Bercy a évoqué deux pistes. La première, c'est une épargne défiscalisée. Donc nous, on s'inscrit complètement dans cette démarche. Je pense que le bon de capitalisation, en particulier, est un très bon produit qui pourrait servir à cette épargne défiscalisée des entreprises, une épargne qu'elles pourraient mobiliser en cas de crise. La deuxième piste, c'est les captives. Alors les captives, là, j'aime bien cette idée, parce que finalement, on a pas mal parlé d'assurance déjà ce matin. Un petit peu de pédagogie, c'est quoi les captives? Alors, on ne va pas parler tout de suite des captives. On va parler de notre métier, parce que c'est un super beau métier. Notre métier, c'est de couvrir les risques. Alors, je vous l'ai dit, il y a les risques classiques, l'auto, etc. On mutualise tout ça dans l'année. Donc, il y a des gens qui ont des sinistres, des gens qui n'ont pas de sinistres. Ceux qui n'ont pas de sinistres payent pour ceux qui ont des sinistres. Voilà. Bon. Puis, il y a des risques longs, des risques de pointe. Alors, eux, ils n'ont pas lieu tous les ans. Mais par contre, le jour où ils se produisent, là... C'est massif. C'est massif. Il y a une autre technique de mutualisation qui se superpose à la première, qui est la mutualisation dans le temps. Et ça, c'est une super technique de mutualisation. Elle était d'ailleurs possible il y a une vingtaine d'années dans d'autres pays. Maintenant, elle n'est plus possible pour des raisons bêtement fiscales. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je mette de l'argent de côté en franchise d'impôt les années où je n'ai pas de sinistre pour avoir de l'argent le jour où j'ai le gros pic de sinistralité qui arrive. Voilà, c'est ça le sujet. Et malheureusement, dans notre pays, pour des raisons fiscales et comptables, on ne peut pas faire ça. Alors au Luxembourg, on peut le faire. C'est pour ça qu'il y a des captives. Parce que les captives, c'est pas une définition juridique. Une captive, c'est une société d'assurance ou une société de rassurance. C'est une idée que vous voulez pousser auprès des pouvoirs publics ? Mais bien entendu. En plus, on cherche à développer l'activité économique dans ce pays. On cherche à étendre les limites de l'assurabilité. Et donc, il faut nous donner ces deux techniques de mutualisation, pas seulement la technique de mutualisation dans l'année, mais aussi la technique de mutualisation dans le temps.
Donc le sujet est sur la table. On Donc, le sujet continue est sur la table. avec une autre question de Florent Delambilly de News Assurance Pro. Comment ont évolué les ratios combinés en 2020 en auto et en MRH? Et avez-vous ce chiffre pour l'assurance dommage entreprise? Alors, en auto, on est passé à 102 à un peu plus de 96. Alors, quand on est au-dessus de 100, évidemment, on est déséquilibré techniquement. Donc, ce que je vous disais, traditionnellement, en auto, on est déséquilibré. En MRH, ça fléchit un tout petit peu. On était à 100, on passe à 97 ou à peu près. Et alors, en entreprise, où on était à 96, 97, alors là, on explose à plus de 120. C'est l'effet miroir sur les ratios combinés de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la charge de sinistre, les plus 3 milliards. Peut-être une dernière question. Alors, je n'ai pas le nom de la personne qui l'a posée. Vous avez annoncé lundi le remboursement des séances de psychologues. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un tout petit peu plus? Alors oui, moi j'étais très très heureuse de pouvoir faire cette annonce. On était mobilisés sur ce sujet avec les assureurs depuis pas mal de semaines parce que c'est vrai que nos concitoyens, nos assurés souffrent énormément cette année. Les difficultés psychologiques sont énormes. Il y a des professionnels qui sont les psychologues qui sont là pour aider les gens. Et nous, notre métier, c'est d'être à côté des assurés, de les aider. Et on s'est dit, cette dimension-là, eh bien, il faut qu'on la capte. D'où cette annonce. Donc, en 2021, nous allons rembourser jusqu'à 4 séances chez le psychologue pour aider, encore une fois, nos concitoyens à passer cette crise. Eh ben, on va peut-être s'arrêter là-dessus, Florence Hussman. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à l'ensemble des questions des journées. Si jamais on n'a pas répondu à certaines de vos questions, eh bien, c'est faute de temps. Ces questions seront évidemment traitées et les services de la Fédération française de l'assurance reviendront vers vous pour répondre à l'ensemble des questions que vous avez posées. Malheureusement, évidemment, on ne peut pas non plus y passer toute la journée pour ne pas prendre de votre temps à vous et pour ne pas prendre de votre temps à vous qui nous regardez. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci encore une fois, Florence Hussman. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.